Entreprendre, c'est douloureux, c'est long, c'est risqué, ça fait peur, tu te casses la gueule, tu perds de l'argent. Genre, entreprendre, c'est pas un truc marrant. La notion de liberté qu'on associe quasi invariablement sur Internet à l'entrepreneuriat. Je vois pas forcément ce que ça vient faire là. Et je peux vous assurer que l'entrepreneur de la ville, ça fait pas envie, hein. Il a les mains sales, il est dégueu, enfin, il est occupé, quoi. Il a pas le temps de regarder dans quelle piscine il va aller cet après-midi, parce que non, c'est pas ça. Et tu l'as peut-être Arrête, senti. on dirait que t'es en train de décrire une situation de jalousie. Là, ça devient juste gênant. Moi, je pense que tout ce projet, c'est une grosse connerie. Attention aux attaques personnelles. Non, absolument pas. Choisis bien tes mots. Écoute Louis, j'ai une petite anecdote pour bien démarrer cet épisode. Figure-toi que je suis tombé sur une vidéo il y a quelques jours d'un certain JP Fanguin, qu'on ne présente plus. Donc je pense que tu vois très bien qui c'est. Très bien. Je précise pour ceux qui nous écoutent, hein, au cas où. JP Fanguin, c'était quand même il y a 4 ans. Hein. C'était il y a 3-4 ans, je pense. Ouais, on a tous la même réaction, je pense. Et JP Fanguin, c'est cet entrepreneur, entre guillemets, qui s'est rendu très très célèbre il y a donc 4 ans en faisant une vidéo sur les réseaux sociaux, c'était, donc là sa phrase fétiche, c'était la question est vite répondue. La question est vite répondue. Et donc il a fait des petits clips vidéo où il se mettait en scène de manière un peu humoristique à chaque fois. Il l'a refait plein de fois, il l'a fait une première fois, c'est parti très 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 viral. Il l'a refait ensuite plein de fois, il a surfé sur son buzz, etc. Et donc c'était la question est vite répondue. Vraiment tout le monde a entendu parler de ce gars, même dans je pense aux JT de TF1, à mon avis, ils ont dû parler de ce gars. J'en sais rien, mais il y a de fortes chances qu'il l'ait fait. Toi, tu t'en rappelles, ouais. Alors, non seulement je me rappelle, mais en plus, tu crois pas si bien dire, mon père connaît JP Fanguin. Et pour que ça arrive jusqu'aux oreilles d'un gars qui travaille au fin fond de... Enfin, vraiment, c'est que oui, ça a cartonné, si je puis dire. Donc, super mainstream, quoi. Oui. Et donc, JP Fanguin, je suis retombé sur lui, c'est-à-dire une vidéo de lui, c'était une interview, plus ou moins, une sorte d'interview vlog de lui il y a quelques jours. Donc, il existe toujours déjà, hein, voilà, soyez rassurés. Et JP Fanguin, il va bien. JP Fanguin, il gagne très très bien sa vie. Il vit à Dubaï. Tu peux le croiser à tout moment, Louis, sache-le. Tu peux le croiser au détour d'une rue et tout. Donc, si jamais tu croises JP Fanguin, tu pourras nous en parler dans ce podcast. Ce sera avec plaisir, bien sûr. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'en fait, j'ai appris un truc et je trouvais assez délirant, qui était plutôt smart en fait. Il faut savoir que cette fameuse phrase, la question est vite répondue, en fait, c'est devenu un tel succès, c'est parti tellement viral, qu'il l'a déposé. Il a déposé la marque, le texte, la question est vite répondue. Je ne sais pas comment il y a pensé, parce que en fait, nous, si on fait un truc demain qui devient très viral sur les réseaux sociaux, on ne va pas spécialement penser à faire un truc comme ça. On va surfer sur le succès, sur ce buzz, etc. Mais on ne va pas se dire, je vais déposer une marque d'une phrase connue, etc. Enfin, il faut avoir l'idée, en fait. Il faut juste avoir l'idée. Je pense que ça ne viendrait pas à l'esprit de tout le monde. Et du coup, je ne sais pas comment il a eu l'idée, mais il a déposé la marque. Et donc, ses premiers revenus autour de son buzz sont des revenus de droits d'auteur. Ok. Il y a des entreprises qui ont voulu utiliser cette phrase pour faire de la publicité ou des choses, que sais-je, je n'ai pas regardé en détail. Et il a touché de l'argent de la question est vite répondue, parce qu'il a déposé cette phrase. C'est assez fou comme anecdote, je trouve. Ça m'a beaucoup surpris quand j'ai appris ça. C'est effectivement assez fou, d'autant plus que, et là on voit un des fossés entre certaines personnes et d'autres, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris que toutes ces vidéos et tout ce qu'il faisait, c'était du 8e degré. Il n'y a rien de sérieux. Ouais. Le gars n'est pas vraiment comme ça. Et même ces vidéos encore actuelles sur YouTube, pour certains c'est du génie, pour certains c'est de la stupidité, mais c'est complètement du 8e degré. Il n'y a rien de sérieux. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. C'est certainement les deux. Les deux ne sont pas incompatibles. Absolument. Les deux ne sont pas du tout incompatibles en effet. Mais c'est quand même relativement, en tout cas, il a réussi à atteindre les objectifs qu'il avait. Et en général, cette histoire de déposer une marque, enfin, j'ai déjà entendu 2-3 histoires comme ça. En fait, ça vient du fait que certains vont créer des t-shirts avec des mots, avec des phrases, etc. Et du coup, se mettre à vendre des t-shirts en print on demand. Et du coup, celui qui a fait la phrase est en mode c'est moi qui devrais vendre ces t-shirts ou gagner des sous avec ça. Et du coup, dépose pour pouvoir toucher les royalties. En fait, parce que d'autres font des business. C'est un peu comme franchiser un truc qui est à toi. Ouais. Et ça me fait penser à un truc marrant. C'est pas du tout nos styles à nous de passion ou de choses qu'on aime. Mais est-ce que tu savais que dans le même style, Kylian Mbappé a déposé toutes les petites phrases un peu connues de lui
Donc il y a moi Ok. tu me parles pas d'âge, il y a plein de trucs comme ça. Il a déposé tout ça, c'est-à-dire qu'il a fait le Je savais pas, dossier non. et tout pour pouvoir Ouais. les exploiter éventuellement ou que les autres ne les exploitent pas. Parce qu'on peut déposer pour deux raisons. On peut déposer soit pour que les autres n'exploitent pas, soit pour soi-même l'exploiter. Lui, ça a plutôt l'air d'être dans le cadre de ne pas se faire exploiter par les autres. Hyper intéressant. Bah, je vois bien comment ça peut arriver en fait, parce que même si lui, il n'a pas le réflexe entrepreneurial de déposer une marque, en fait, vraiment, ça a eu un tel succès, ça a été un phénomène gigantesque en Mhm. France. Et en fait, j'imagine qu'il a été vite débordé par plein de choses qui lui sont arrivées, et notamment des gens qui ont voulu effectivement surfer sur ce buzz. Et très naturellement, j'imagine sa réaction. Ouais. S'il voit un dropshipper se lancer dans du print on demand avec la phrase, j'imagine sa réaction en fait de dire bah attends, l'autre abruti, je vais pas le laisser faire ça et tout, c'est ma phrase, etc. Et donc de fil en aiguille, très naturellement, j'imagine qu'en quelques semaines ou quelques mois maximum, l'idée elle vient tout Mm. naturellement de l'expérience. On s'en rend pas compte parce que on n'est pas parti aussi viral que lui. Donc mon plan, c'est, si tu veux, Louis, mon plan maintenant, c'est juste de faire des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux, de faire une phrase qui accroche bien et de faire en sorte que tout le monde la répète bêtement, tu vois, jusqu'à ce que ça devienne tellement viral que je puisse déposer la marque et que ça me fasse des revenus, des royalties passifs comme ça, juste avec les gens qui utilisent ma marque. C'est assez royal comme stratégie pour démarrer un business. En tout cas, c'est comme ça que JP Fanguin a démarré. Puis ensuite, derrière, il a expliqué un petit peu. Il a généré des revenus de pas mal de façons différentes. Il y a évidemment des revenus d'influenceurs plus classiques Mhm. ou créateurs de contenu. Donc, il a fait des sponsors. Je ne sais pas quelle entreprise a voulu associer son image à lui, mais il a eu des sponsors. Il a eu donc ses revenus de royalties. Ensuite, plus tard, il a fait des formations, mais il n'a pas fait ça au début, c'était plus tard. Puis des revenus des réseaux sociaux directement, hein, quand tu fais les vues qu'il faisait sur TikTok, etc. TikTok, il n'y avait peut-être pas de monétisation à l'époque, je ne sais pas. Non, c'est récent. Mais ouais, bah en tout cas, il y avait de la monétisation sur certaines plateformes, sans aucun Ouais. doute. Bref, il a cumulé tout ça jusqu'à arriver aux formations. Aujourd'hui, je sais, dans cette vidéo, en fait, il a partagé ses chiffres. Il dit qu'il fait 200 000 euros par mois. Et je pense que ça vient beaucoup de la formation notamment, mais je pense qu'il y a un petit peu de tout. Et il vit à Dubaï. Et effectivement, il explique vraiment, en toute transparence, que c'était de la pure mise en scène, hein, ce qu'il a fait à l'époque. À l'époque, il gagnait pas un rond, il vivait chez sa mère. Et Ouais. juste, il s'est mis en scène pour rigoler. Et c'est parti super viral. Les gens l'ont pris au premier degré, se sont foutus de sa gueule. Sauf que lui, du coup, très conscient du fait qu'il jouait la comédie et qu'il s'était fait pour, hein, c'était volontaire. Il a profité pour rebondir sur sa notoriété. Il a su construire un business à partir de sa notoriété. Et quand tu l'écoutes parler, vous pouvez l'écouter, hein, vous pouvez taper JP Fanguin, chercher des interviews sur lui sur Internet. Vous voyez vite qu'en fait, le gars, il est pas con. Et non seulement il est pas con, mais c'est vrai que il a construit un personnage, mais il est capable aussi de. En fait, tu le vois des fois sortir un petit peu de son Mhm. personnage. C'est-à-dire, oui, il est un peu atypique. Oui, il est un peu original. Oui, ce serait pas forcément mon pote directement. Enfin, je pense qu'il y a assez peu de chances. Je peux avoir des conversations super intéressantes avec lui, ça, j'en doute pas. Je pense pas que ce serait un grand pote. Mais en fait, il est conscient de ce qu'il fait. Il n'est pas aussi débile qu'il en a l'air du tout. Mais vraiment, ça m'a choqué quand je l'ai écouté. Parce que oui, j'étais comme tout le monde. Je me suis dit, il a l'air débile ce gars. Je n'ai pas réfléchi plus loin que ça. En fait, je me suis jamais posé la question de est-ce qu'il a l'air vraiment Ouais. intelligent. Non, il n'a pas l'air intelligent, hein. Mais en fait, il est pas con. Et il a vraiment su rebondir le plus haut, le pic de sa notoriété. Il a su en faire quelque chose. Et beaucoup de gens ne savent rien faire, je pense, s'ils avaient une telle notoriété. Clairement. Donc il a été plutôt smart, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et ça me fait penser que, en général, sur les gens qui sont exposés sur les réseaux, je dirais qu'il y a trois catégories de personnalités. Il y a la personne qui juste fake, c'est-à-dire est pas du tout authentique. Quelqu'un qui juste est pas lui-même, tu vois, qui va vraiment transparaître. Et quand tu les croises, d'ailleurs, ça se sent. J'ai pas trop envie de citer de nom, mais j'ai croisé quelques personnes ici. Et J'ai les noms, du coup, donc t'es pas ok. obligé de me les dire. Mais il y a vraiment des gens, dites-vous que vraiment, hein, je les ai croisés et je suis aussi normal que ceux qui écoutent ce podcast, hein. Il y a vraiment des gens, je les ai croisés ici et je peux vous assurer que dans l'aura dégagée, ça n'a rien à voir avec les vidéos. J'ai vu des gens vraiment nocifs, quoi. Des gens très toxiques. Enfin, C'est marrant parce que plus tu fais un lien. Alors là, il y a un petit jeu de pistes qu'on pose sur Internet, mais on n'en dira pas plus évidemment. Mais il y a un lien direct avec tout ce que j'expliquais. Parce qu'il y a un lien, je sais pas oui. comment le dire, hein, parce Oui, que oui, du coup, oui, tu vois ce que je veux bien dire. sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a un Oui, lien oui, direct tout à fait. avec tout ce que j'expliquais là depuis 5-10 minutes. Voilà. Tout à fait. Maintenant, j'en dirai pas plus. Maintenant, Mais bon ouais. courage à vous pour faire ces recherches. Mais et
Donc je dirais que ouais, en premier, il y a la personne qui est fake ou en tout cas qui va vraiment avoir une autre personnalité complètement, qui va jouer un rôle. Et même en vrai, je pense que c'est le genre de personne où quand tu te poses et que tu regardes la vidéo, tu captes que c'est pas possible d'être comme ça 24 heures sur 24. Dans la manière de parler, dans la gestuelle, tout un tas de choses où tu te dis en fait, oui, il est pas comme ça tout le temps, c'est juste pas possible. Donc, je dirais que ça, c'est Je sais pas, je me suis dit pourquoi pas. En fait, on a des personnalités tous très différentes. Il y avait moyen, quoi. Un peu. Ouais, Ça me fait penser à un autre créateur, justement. On en a déjà parlé, donc on en pense du bien tous les deux, donc je vais le citer. Efkan Kurnaz, ouais, dont on pense le plus grand bien, Oui. et qui a une personnalité Tout à particulière, fait. où tu l'imagines Oui. comme ça dans la vraie vie aussi, tu vois. Alors oui, mais lui, il est particulier. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu sais. Je sais pas comment expliquer. Lui, et puis c'est pas pareil. Fkan, il fait des vidéos qui durent 1h30 où il est assis et il te parle, tu vois. Si c'était un perso, il pourrait pas le tenir pendant aussi longtemps. Ce serait trop dur, il y a quasiment pas de cut et tout. Ceux que j'ai rencontrés, c'est des vidéos hyper cutées, des vidéos pas longues, enfin, tu captes que tout est joué. Et je les ai vus tourner d'ailleurs. Je les ai vus faire une intro de vidéo YouTube. Je peux vous assurer que c'est le truc le moins professionnel que j'ai vu de ma vie. Après, moi, je suis hyper. Enfin, je fais méga gaffe et tout. Mais bon, bref, passons. Je dirais que le premier type de personnalité, c'est ça. Des gens qui sont pas du tout authentiques, c'est plutôt fake, mais tant qu'on les a pas rencontrés en vrai, on peut pas s'en rendre compte. Le deuxième type de personnalité, c'est les gens authentiques. C'est-à-dire les gens qui, je pense, comme toi et moi, c'est notamment dans les thématiques un peu plus professionnelles, je pense, mais pas que, hein, pas que loin de là. Des gens qui sont à peu près identiques dans la vraie vie et dans les vidéos. Moi, j'ai peut-être un ton un tout petit peu plus professoral. Toi, tu es peut-être un tout petit peu plus sérieux. Tu l'avais en tête, ce que Oui. je te l'ai déjà dit plusieurs fois, du coup, mais même dans le podcast, hein, je vous assure, les amis, il a un ton un peu différent. Mais je pense que tu le fais pas exprès du tout. Non, T'as non, je fais vraiment pas envie exprès. d'être plus sérieux, c'est rigolo. Il a un ton légèrement différent dans la vraie vie, oui, mais il est très proche, hein, c'est le même, hein, mais il a un ton un peu différent. Alors que moi, je pense que je suis genre à l'identique quasi parfaite, je pense. Ah J'ai non. jamais... Enfin, il me Ah semble. non. Ah non, non. C'est non. vrai? Non, t'es pas à l'identité. Genre quasi là, parfaite. tout de suite, je suis pas exactement le même en vrai et en podcast. Moi, je me suis Alors- toujours vu comme quasi identique. Alors évidemment, une vidéo face cam où je suis en train de faire une introduction de tutoriel WordPress, je suis un peu plus... j'essaie de faire mon travail, quoi. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Oui, mais toi aussi, même dans le podcast, je trouve que t'as un poil différent. Ouais, parce que- dans la vraie vie. Un poil. Parce que j'ai quand même ce truc de me dire qu'il y a un potentiel qu'un jour, je sois beaucoup plus connu que ça. C'est un truc que je me dis, tu vois. Genre, c'est pas Ouais. un truc que je prépare, c'est un truc où je me dis, ça peut arriver. Et si ça peut arriver, faut vraiment que je sois resté pas lisse loin de là, parce que j'en ai rien à foutre d'être lisse, mais que... Oui, parce qu'on en reparle, ton passage sur les agriculteurs, ils Oui, s'en oui. souviennent. Non, lisse, c'est pas trop mon problème, mais juste que je ne dérive Ok, pas, mais que je dérive pas sur des trucs qui pourraient être uniquement de Mm. l'humour et qui pourraient être compris que par les gens qui sont très proches de moi, tu vois. Mais le deuxième type de personne, ouais, c'est eux. Je pense que je nous inclus là-dedans, c'est les gens qui sont beaucoup plus proches de la réalité que d'un personnage qui est faux, c'est-à-dire qu'on va plutôt globalement ressembler. Et quand les gens nous rencontrent, ils ne sont pas choqués, tu vois. Et je pense que c'est aussi les gens desquels on peut se sentir le plus proche quand on regarde, parce que c'est des gens où tu sens, vraiment, tu sens du plus profond, tu vois. Je pense à un créateur qui s'appelle Cyrus North, je ne sais pas si ça te parle. Je l'ai pas beaucoup regardé, mais je vois qui c'est. Quand tu regardes Cyrus North longtemps, tu sais que le gars est comme ça dans la vraie vie, c'est juste lui, quoi. C'est vraiment littéralement lui. Alors que d'autres gens, tu sens que ça peut être un peu différent. Et il y a cette troisième catégorie, ce troisième type de personnalité. Je pense que c'est les gens qui se créent un personnage volontairement, mais qui n'est pas du tout mensonge ou néfaste. C'est-à-dire que, Thibaut InShape. voilà, typiquement. Ça peut typiquement être Thibaut InShape, ça peut typiquement être un Squeezie, où en fait, on peut capter quand on regarde beaucoup ou quand on a une certaine affinité qu'il y a une autre personnalité et que c'est pas pour faire du fake ou quoi, c'est juste que ils ont la personne qui bosse et la personne qui bosse pas. Squeezie, c'est flagrant dans ses lives. Quand tu regardes une vidéo de Squeezie et que tu regardes un live de Squeezie, c'est pas le même gars. Mais vraiment, ça n'a J'ai rien jamais à vu voir. un live de... Ça n'a Il est rien à plus voir. calme, c'est ça peut-être Ah non, en- ah non, c'est pire. Ah, Vraiment, ok. ça insulte à toute berzingue, ça saute sur sa chaise, ça jette des trucs par terre. Vraiment, on sent que c'est lui que c'est un gars avec ses potes, tu vois. Vraiment. Alors Ok. qu'en vidéo, il est plus professionnel, même si toi, ça te semble moins calme, du coup, de ce que je comprends. C'est parce que j'ai pas encore... c'est la fenêtre d'Oberton. Oui, c'est ça, J'ai oui, pas oui. encore, je l'ai pas vu encore en live, mais ouais.
Ok, ok. Mais c'est le cas de Thibaut pas InShape, mal de gens. effectivement, j'ai connu son personnage, parce que moi je l'ai connu quand il avait genre 200 000 abonnés, un truc comme Ouais. ça. Et donc j'ai connu à son prime de personnage. Le prime de son personnage, c'est Ouais. vraiment le Ouais. damn, les gens, Les j'espère gens, que vous j'espère allez que vous allez bien. bien. Il y avait ses Ouais. boîtes d'œufs derrière, etc. Et j'ai connu Ouais, tout ça c'était- à mort. J'ai vraiment consommé toutes ses vidéos. J'ai démarré la muscu notamment à l'époque, en partie avec lui et tout. Donc j'ai connu tout ça. Et même ces dernières années, il le faisait déjà moins, Ouais. mais il était encore un peu dans un personnage plus expressif. Il parlait plus fort, il était plus, tu vois. Et là, notamment, il fait un nouveau format. Il teste un Ouais, format j'ai vu. qui est un format à la Sam, comment il s'appelle, Sam Soulek. Soulek, c'est ça? Ouais, Soulek. Ouais, Sam Soulek. Donc un format très très raw, très brut, où juste il met sa caméra, il fait zéro cut, il se filme à la salle, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est l'idée du format. Et zéro cut, hein, vraiment, c'est juste, voilà, donc s'il dit des conneries, il les laisse au montage, d'ailleurs il n'y a pas de montage. Donc il teste un format, c'est assez intéressant. Et pour le coup, tu vois que sa personnalité est plus... tu vois bien que c'est quand même un mec plus calme dans la vraie vie. Ouais, bien sûr. Il crie pas tout le temps, et c'est pas la même personne, quoi. Mais il le dit, hein, il en a parlé plein de fois en public, Ouais. effectivement. Et il assume complètement le fait qu'il a créé ce personnage, pas pour mentir aux gens, mais pour donner de la vie à ses vidéos. Et parce qu'il a vraiment pris ça comme un travail, il a fait ça de manière professionnelle. Il s'est dit mes vidéos elles seront mieux comme ça. Je vais aussi séparer le Thibaut InShape dans la vraie vie Mhm. du Thibaut InShape dans la. Enfin, je sais pas quel est son vrai nom du coup, mais le Thibaut InShape personnage du vrai. Thibaut InShape, c'est quoi son prénom d'ailleurs? Tu le connais peut-être? C'est Thibaut. Non, je vais pas m'en rappeler. Je crois qu'il y a AUX. Bon, à bah, la du fin. Thibaut Mais vrai, bref. du Thibaut faux, quoi. Thibaut. Mais voilà, donc il a construit tout ça volontairement et c'est un des mecs qui gère le mieux au monde, je pense, la réputation, la renommée, la célébrité et tout, parce qu'il est vachement plus détaché que la moyenne, j'ai l'impression, des commentaires négatifs, des Ah critiques oui. et tout, tu vois. Ah oui, parce qu'il en prend. Hein. Vachement plus que la moyenne, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression qu'il est très, 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 très loin de la moindre dépression, alors qu'il passe son temps à se faire lyncher, quoi. Donc Ouais. il a vraiment des trucs à nous apporter sur ce sujet, ouais. Ouais, Clairement. 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 Et on voit aussi, j'aime bien voir dans les commentaires de certaines vidéos, que ce soit lui ou d'autres, mais des gens qui disent ah, mais en fait, quand tu l'écoutes, en fait, c'est pas un connard. C'est-à-dire que. C'est tout le temps. Mais ça, Ouais. c'est universel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens où juste il y a une catégorie instantanée, et après tu les écoutes parler, et tu te dis ah, mais en fait, ça va, en fait, il réfléchit. Et en fait, il est plutôt intéressant, et même l'air plutôt sympathique, en fait. Et oui, ça, c'est assez impressionnant. Mais donc, du coup, je viens d'identifier ces 3 catégories. Et ces 3 catégories, elles sont intéressantes parce que, en fait, on dirait qu'on est dans le choix, tu vois, comme si on commençait un jeu vidéo et qu'on disait, OK, tu vas devoir travailler ton personal branding sur les réseaux sociaux. Ton personal branding, c'est l'identité que tu vas avoir en ligne. Eh bien, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis plutôt authentique? Est-ce que tu choisis de te créer un personnage? Peut-être aussi pour t'aider à faire tes vidéos, pour les gens qui sont un peu timides au début. Je pense que Thibaut, il y avait de ça au début. Ou est-ce que Ouais. tu vas carrément être l'inverse de ce que tu es, être complètement différent, être un mec sympa alors que tu es un enculé, ou l'inverse? Vraiment, qu'est-ce qu'on choisit, tu vois? Et je trouve ça assez intéressant, parce que je pense qu'il y a des gens qui se posent cette question, qui se la posent pour de vrai. Est-ce que je dois être vraiment naturel? Est-ce que toi, c'est une question que tu t'es posée ou pas du tout? Non, je me la suis jamais posé parce que la nature de mon contenu est assez simple, hein. C'est vraiment du contenu éducatif, tutoriel. Donc en fait, je me pose pas les questions d'un créateur de contenu basique, classique. C'est comme tous les gens qui me disent ah, mais t'as fait une école de audiovisuel, une école de cinéma, donc ça a dû beaucoup t'aider. Forcément, c'est plus simple pour Bien toi de te sûr. lancer, de faire tous ces Évidemment. tutoriels et de faire ton travail aujourd'hui. On voit tout de suite le lien, c'est évident. Évidemment, caméra, Non, filmé. non, je vous assure, zéro lien. En fait, tout le contenu que j'ai fait pendant des années autour de WordPress est absolument honteux au regard de mes cours de cinéma, audiovisuel, les courts-métrages, tous les trucs qu'on a fait à l'école, quoi. Absolument honteux. Je devrais même cacher que j'ai fait une école audiovisuelle. Si vous regardez ce que j'ai fait pendant des années, c'est pas possible d'assumer ça. Mais je l'assume. Et il n'y a aucun lien. Et donc, lit superposé. j'ai lancé des tutoriels. J'ai déjà vu des vidéos où il y avait une peluche dans le fond. Enfin, c'est des trucs qui passent pas, quoi. Des trucs, c'est pas possible. Non, donc j'ai shortcut énormément de choses en rapport avec le fait d'être un créateur de contenu. Pendant des années, il faut dire ce qui est, je n'étais pas vraiment un créateur de contenu, j'étais un créateur de tutoriels. J'avais un vrai product market fit. J'ai pas fait forcément beaucoup d'efforts pour avoir différents tutoriels qui marchent, etc. Et donc mon contexte est différent de celui de beaucoup de créateurs si vous posez des questions de créateurs, quoi. Maintenant, je me suis professionnalisé, j'ai mis une caméra, j'ai fait des trucs un peu plus sympas et tout.
Mais j'ai jamais mis les potards à fond sur ces sujets-là. Vous regardez Louis quand il est arrivé sur YouTube, direct, il avait un décor canon, quoi. Moi, vous voyez les années que j'ai mis avant de juste mettre un néon et regarder la composition de mon cadre. Enfin non, vous le voyez pas, pardon, c'est c'est derrière moi. Mais moi, j'ai juste mis un néon WordPress. Moi, je trouve ça très cool, hein. Mais quand tu regardes la composition de mon cadre, bon, j'ai pas fait de méga efforts, tu vois. Ouais. Il y a juste un néon posé, il y a un tout petit peu de profondeur. J'aurais pu faire des efforts beaucoup plus sympas, faire un vrai décor de YouTubeur et tout. J'ai jamais vraiment mis des efforts à fond là-dedans. Ouais. Donc bref, pour dézoomer, en fait, que ce soit la partie vraiment purement forme et audiovisuelle ou la partie personal branding, comme tu le faisais remarquer, ou en fait beaucoup de choses, c'est des questions que je me suis pas posées quand je me suis lancé. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, pour le meilleur, hein. Ça m'a permis de pas perdre de temps sur beaucoup de choses aussi quand je me suis lancé. C'est peut-être des questions que je peux me poser un peu plus maintenant que j'ai une audience un peu plus grosse. C'est des questions qui sont plus intéressantes à me poser. Au début, pour moi, je pense que ça aurait été une perte de temps, honnêtement, dans mon contexte. Mais question très utile, ouais, si t'es vraiment un créateur. Tu t'es posé ces questions-là quand tu t'es lancé, toi? Pas vraiment, non? Je me les suis un peu posées parce que ça fait vraiment longtemps que je veux faire que je veux faire des vidéos YouTube. Donc je m'étais posé tout ça, tu vois. Je m'étais demandé quel genre de créateur tu seras, qu'est-ce que tu feras, je savais pas ce que je ferais. J'attendais la thématique. Je voulais pas faire YouTube pour faire YouTube. Je voulais attendre une thématique, un vrai sujet. J'ai bien fait, visiblement. Mais j'attendais tellement que j'ai eu le temps de me poser 1 milliard de questions. Ça fait des années que je me posais la question, tu vois. Et genre pour moi, c'était hors de question de pas commencer avec un micro professionnel, une lumière professionnelle, une caméra, un truc, etc. etc. Genre, ça faisait tellement longtemps que j'y pensais et tu captes, c'est comme si tu penses tous les jours. J'y pensais pas tous les jours, mais j'y pensais vraiment souvent. Pendant vraiment des années, genre 10 ans je pense. Mais j'y pensais tellement qu'au moment où je commence, il fallait que ce soit un minimum cool. Il y avait des trucs horribles, évidemment, parce que quand tu commences, il y a toujours des trucs horribles. Mais tu m'as vite recadré sur 2-3 trucs, ça m'a pas mal aidé. Mais je m'étais posé 2-3 questions. Ouais. Je m'étais quand même dit, ok, il va falloir que le ton soit plus professoral, il va falloir que... Voilà. Au début, vu que je comptais être uniquement et dans l'éducatif, j'avais même prévu d'être hyper lisse. Mais vraiment le lisse, tu vois. Après, on a parlé d'agriculteurs et de peine de mort, et là, bon, tout est parti à volo. Mais oui, à la base, le plan, c'était ça. C'était de faire que de l'éducatif et du coup d'être très lisse. Et je capte aussi que en ajoutant un peu de personnalité quand même, les gens peuvent plus facilement accrocher. Notamment, là, je l'ai beaucoup vécu. J'ai fait un webinaire, du coup, il y a quelques semaines. Ta première expérience de webinaire pour toi en solo, même tout court en fait, dans ton activité, c'était ta première. Ouais, okay. Tout à fait. Et en fait, je me suis beaucoup inspiré des webinaires américains et de notamment un gars qui l'a beaucoup importé en France qui s'appelle Jody. On a déjà parlé ensemble. Et Quand tu dis que tu t'es beaucoup inspiré des webinaires américains, c'est pas comme si tu pouvais me dire ouais, je me suis beaucoup inspiré des webinaires iraniens ou des fameux webinaires japonais, tu sais, ou les webinaires ougandais ou les webinaires philippins, tu sais, je me suis beaucoup inspiré des webinaires philippins et notamment de le marketing digital philippin. Non, mais ça aurait pu être... c'est une la palissade aujourd'hui. J'aurais pu m'inspirer de ce qui pouvait se faire en France, tu vois. Il y en a plusieurs qui le font en France, etc. Mais, genre, qui le font de manière un peu plus calme. Mais j'ai vraiment essayé de le vivre comme un show, comme un truc où vraiment... un show, c'est-à-dire... Je motivais les gens à fond, je bougeais sur ma chaise, j'étais à fond, vraiment à l'américaine. Ça prend tout son sens, t'as vu ? Et en fait, ça a plutôt très très bien marché. C'est-à-dire que vu que moi je me chauffais, les gens se chauffaient. Et du coup, ça faisait un effet de réciprocité où les gens se sentaient hyper proches de moi. Ça m'a envoyé des messages sur tous les différents canaux possibles. J'ai eu des messages sur Skool, par mail, etc. Les gens me parlaient pendant le webinaire. Et j'ai vécu ce truc de me dire, ah ok, en fait, quand tu lâches un peu les vannes dans un contexte extrêmement fermé, hein, c'est un webinaire, il n'y a aucune rediffusion, etc., etc. C'est quand même beaucoup plus fermé. Mais ça peut créer et connecter sur certains trucs. Et j'ai fait un pont que tu vas adorer, Alexis, mais qui va parler à beaucoup de gens. J'ai fait un pont avec l'éducation canine, figure-toi. Parce que j'adore la tête d'Alexis quand je me mets à parler de chiens. Ça plaît à beaucoup de gens. Mais non, c'est un plaisir, écoute. Tu m'apprends en plus, à chaque fois que tu parles d'éducation canine, tu sais, c'est vrai. C'est 100% d'apprentissage pour moi. Tout ce que tu dis est nouveau. C'est donc, c'est un plaisir, écoute. Vas-y. Bien, du coup, j'ai fait un parallèle, et ça,
Tiens, je devrais déposer cette théorie, mais j'ai fait un parallèle entre la connexion avec une audience et la connexion avec un chien. Je dirais même la connexion émotionnelle avec une audience et la connexion émotionnelle avec un chien. Parce qu'en fait, une erreur que font la plupart des gens, c'est que quand leur chien s'énerve ou est frustré, les gens montent en pression. Et en fait, le chien, c'est un peu la même chose pour un humain en vérité, mais c'est encore plus vrai. Il va juste calquer son émotion sur la tienne. C'est-à-dire que si le chien s'énerve, que tu t'énerves, le chien va s'énerver, tu vas t'énerver, etc., etc., etc. Alors que si tu redescends et que tu es extrêmement calme et que et ben en fait le chien va faire la même chose. Et j'ai vraiment vécu ça en webinaire. C'est-à-dire que il y avait des moments où j'AB testais mes émotions. C'est-à-dire que je partais hyper fort sur un truc, je me mettais à faire ça, à dire « Eh ouais, et c'est ça le nouveau SEO, on vous a menti, et c'est n'importe quoi, et moi ». Et les gens envoyaient des tas de messages, tout le monde était à fond et tout. Et 10 minutes après, sur un petit truc, je vous disais « Et vous voyez, c'est ça, on vous a menti. Vous avez été floué ». Et les gens, ils mettaient des petits commentaires en mode « Merci, oui, c'est vrai ». Et en fait, il y a un espèce de mimétisme qui est valable pour… Un neurone miroir. Il y a un effet de miroir qui est valable pour énormément de choses, hein, on est d'accord. Mais là, vu que c'est sur de la masse, c'était hyper intéressant. Et j'ai touché du bout de mon ongle comment on faisait pour chauffer une salle, notamment. Quand tu fais une conférence, tu vois. Et on a déjà un petit peu… Est-ce qu'on a vécu ensemble des gens qui échouent à chauffer une salle? On l'a pas vécu Je pense pas. Non? T'as une expérience en tête? T'as un moment en tête? quand on était au WordCamp, il n'y avait pas des gens qui essayaient? Non, mais je confonds peut-être. Non, bah après, ils essayaient pas de chauffer une salle spécialement, donc non, j'ai pas ce souvenir. Mais, Non. mais je trouve que ça fait écho du coup à cette capacité à pouvoir chauffer une salle ou emmener des gens et les faire aller dans la même direction que toi. Et ça passe beaucoup par de l'émotionnel en fait. Quand on dit que le marketing c'est de l'émotionnel, souvent si tu dis juste ça, en fait t'as rien dit parce que là il n'y a pas d'information. Mais si tu viens par exemple mettre le point que ça peut être connecté avec les gens, c'est-à-dire que toi, tu vas te faire ressentir une émotion. Il y a un créateur qui fait énormément ça, qui le fait avec l'énervement ou plutôt l'indignation. C'est Antoine BM. Il a fait beaucoup de vidéos coup de gueule où il est indigné et où ça se ressent pendant la vidéo. Et du coup, tu as envie de t'indigner avec lui, tu vois. Et, Ouais, je vois ce que tu veux dire. cet effet miroir est très J'ai bien fait. vécu ça plusieurs fois. Il le fait bien, Antoine BM, effectivement. Ouais, avec l'indignation, il le fait très bien. Ouais. Un sujet qui, toi, te tenait pas à cœur, tu regardes sa vidéo et tu te dis, mais oui, mais c'est n'importe quoi. Tu te Ça sens va en pas du colère tout. après. Ouais. Ouais. Cet effet miroir est assez puissant et il est applicable dans beaucoup de cas si tu as une audience, si tu as un chien, et je pense aussi dans la plupart de tes relations humaines, dans les relations de couple, dans les relations amicales, dans beaucoup de relations. Pensez à cet effet miroir des fois. Quand vous sentez qu'une situation ne va pas dans la direction qui vous plaît, eh ben, mettez-vous, vous, dans l'ambiance que vous aimeriez atteindre. Et en fait, je pense que dans beaucoup de cas, ça peut aider à tendre vers l'objectif que vous vous étiez fixé à la base avec cette discussion, avec cet échange, etc. C'est aussi la carte que moi j'essaye de jouer, tu vois, la carte du leadership, souvent assez calme, pas stressé, toujours à juste écouter, ensuite ok, bon, bah, on va chercher des solutions, etc. On avance, mais très tranquille, tu vois. Il y a un petit côté force tranquille, ça émane de ma personnalité naturellement, mais je me suis toujours dit que ce qui était aussi un défaut, un inconvénient, un problème, tu vois, parce que c'est pas une qualité première qu'on perçoit comme étant du leadership ou tu vois un meneur peut aussi devenir une qualité pour gérer une entreprise en fait finalement où tu as l'impression que jamais rien n'est vraiment grave quand tu bosses avec moi et ça peut être assez cool, assez reposant pour les gens. Alors il peut y avoir des trucs graves, hein. C'est peut-être que j'ai pas encore vécu des trucs assez graves, mais la vérité c'est que je le perçois souvent comme ça. La plupart des trucs où on s'excite dans tous les sens, je me dis mais c'est pas grave, ou là on va trouver une solution, ou là bon ok on se pose, on va faire comme ci comme ça, etc. Donc ce truc un peu de force tranquille, je pense que ça a ce petit côté de neurone miroir que tu décris depuis tout à l'heure, où finalement ça apaise les gens. Et donc je pense que c'est une bonne chose. J'ai évidemment le pendant de ça, c'est-à-dire que je ne suis pas le mec normalement qui va galvaniser les foules et qui va d'un seul coup enflammer une pièce et enflammer toute mon équipe en disant « Allez c'est parti, on est sur le champ de bataille, on est des guerriers et on va détruire… tous nos concurrents, etc. C'est pas forcément ma personnalité, ça, mais je fais des efforts dans ce sens.
je comprends ce que tu veux dire, même là, dans ma position aujourd'hui, tu vois, à essayer de gérer des freelances, des gens, etc. de plus en plus, ouais. Oui, puisque d'ailleurs c'est un point extrêmement intéressant. J'aime beaucoup que sur pas mal de petits sujets, tu sois légèrement avancé par rapport à moi. Ça me permet de prendre du feedback et de Ok. et de Bosser avec des freelances, a priori, ça tu fais déjà. ouais, mais alors là, toi tu prends quelqu'un quasiment. Alors non, j'allais dire à temps plein. C'est pas vraiment à temps plein, mais moi pour l'instant, de tous les freelances avec qui je bosse. Le seul que je compte garder, ne regardez pas ce podcast, arrêtez-vous si vous bossez avec moi. Le seul que je compte garder, où pour l'instant ça se passe plutôt bien, enfin je veux dire sur le très long terme, hein. Je parle de très long terme. Non, en fait sur le très long terme, en fait il n'y a personne. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les gens avec qui je bosse actuellement, mais il y a toujours mieux. Donc si eux deviennent meilleurs, ce sera eux, avec plaisir. Mais en fait, actuellement que je veux garder à très long terme, tu vois, je me suis pas dit, genre je suis pas tombé sur, parce que je suis très comme ça aussi, je marche beaucoup à l'émotionnel moi-même, mais je suis pas tombé sur la personne où je me suis dit waouh, c'est vraiment une découverte professionnelle, c'est vraiment incroyable de travailler avec cette personne, je vais pas la lâcher, je vais la payer super cher pour qu'elle reste avec moi. Ça, j'ai pas encore trouvé, tu vois. J'ai des gens compétents, j'ai eu des gens moins compétents avec lesquels je travaille plus, mais est-ce que toi, tu es déjà tombé sur ce coup de foudre professionnel entre grands guillemets dans une de tes activités, quelle qu'elle soit? Alors, je pense que pour le moment, de la manière dont je travaille, je réfléchis pas comme ça. Je vais te dire comment moi je réfléchis actuellement. Là, tu vois, par exemple, on a un monteur, une monteuse sur mes vidéos principales de ma chaîne YouTube qui bosse avec nous depuis quelques semaines. Et on trouvait qu'il y avait du potentiel, on trouvait qu'il y avait une bonne base de départ, mais c'est pas parfait. Et c'est pas, tu vois, ce qu'on appelle dans une startup un A-player ou des trucs comme ça, j'en sais rien, c'est pas un profil incroyable qui me fait des vidéos à la Alex Hormozy où ça bouge dans tous les sens pour 5 euros, tu vois. Enfin, c'est pas le profil ultime ou même pour 100 euros, enfin peu importe, c'est pas la question du prix d'ailleurs, je me suis égaré là-dessus. Mais moi, en fait, ce que je vois en ce freelance-là, c'est la possibilité d'une aventure humaine et d'évoluer en fait ensemble, de coévoluer. C'est-à-dire que je me dis, ok, on en a parlé plein de fois, on a fait la blague ensemble, des fois on se parle, on a l'impression de se faire des prompts. Ouais. C'est-à-dire que la manière de réagir envers l'autre, maintenant on a l'impression qu'on est tout le temps en train de faire des prompts à d'autres gens pour optimiser la réaction des autres personnes vis-à-vis de nous et de comment on est, de qui on est, qu'est-ce qu'on attend d'eux ou quelles sont nos attentes ou comment gérer la relation avec nous, etc. À chaque fois que vous répondez aux gens, il y a ce côté un petit peu, en fait, quand je vous parle, je fais un prompt. Ouais. Et mieux est mon prompt et plus j'arrive à optimiser les gens sur moi et comment je travaille. Si on parle que de travail, du coup. Bien sûr. C'est un petit peu ce qui se passe avec ce freelance. C'est-à-dire que c'est pas parfait, il y a des petits trucs qui vont pas, de vidéo en vidéo, mais j'estime que si c'est une bonne personne, pas quelqu'un d'exceptionnel, mais une bonne personne, cette personne va s'optimiser au fil du temps, à condition que je lui fasse les feedbacks nécessaires. Et donc, on fait les feedbacks nécessaires pour ça. Donc, je traite littéralement mes freelances comme des algorithmes, mais c'est pour le meilleur, hein. Et donc voilà, on fait des petits retours, bah ça allait pas, ça allait pas, etc. Si ça arrive pendant ne serait-ce que 2 ou 3 vidéos d'affilée, on lui enverra un message, on lui dira, bon bah peut-être ça fait c'est un peu trop souvent qu'il y a ce genre de petits détails dans les vidéos qui vont pas et c'est dommage parce qu'on aimerait bien ne pas avoir à revenir sur chaque vidéo à chaque fois. C'est normal que c'est humain, que ça arrive de temps en temps, mais si c'est à chaque vidéo, c'est problématique. Et donc on va fonctionner comme ça petit à petit et faire du feedback en permanence, user feedback en permanence sur elle jusqu'à ce que elle, cette personne-là, soit parfaite pour nous. Et c'est comme ça que je le vois. Donc, moi, je me dis, là, c'est quelqu'un qui est plutôt au début de sa carrière de montage, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui va évoluer petit à petit. Notamment, nous, dans les feedbacks, c'est pas juste la qualité du travail aujourd'hui, mais c'est juste aussi améliorer les choses de manière incrémentale. Par exemple, on aimerait bien que maintenant ça fait 5 mois qu'on bosse ensemble, ça se passe bien, 6 mois. On aimerait bien des petits détails en plus dans les vidéos, tu vois, des petits détails super cool que tu sais peut-être pas faire. Mais c'est ton taf, t'es monteur, donc tu vas être très content d'être payé pour apprendre à le faire. Donc, on te paye pour apprendre à le faire et fais-le. Et du coup, ça va améliorer le travail comme ça dans le temps. Et donc ça, c'est comme ça aujourd'hui que je vois ma relation avec les freelances avec qui je bosse à partir du moment où il y a une bonne base de départ. Donc, bonne base de départ, c'est pas cette grille de lecture A player, B player, C player. C'est bonne base de départ, je fais du bon boulot normal, juste normal, hein. Ce qui filtre déjà, mine de rien, pas mal de freelance. C'est sûr. Mais je fais juste un bon boulot normal. Et à partir de là, je vais faire en sorte d'optimiser cette personne pour mes besoins et mes attentes. Et donc là, c'est ce que je fais aujourd'hui avec un monteur. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui va bosser avec nous pour le support client. Donc là, on a renvoyé un mail aujourd'hui et tout. Là, c'est en cours. On s'organise.
Donc ça fait un freelance, 2 freelance avec le monteur, il y a le Media Maker, 3 freelance. Il y a, je sais plus, il y en a d'autres. Je suis désolé si j'ai oublié quelqu'un. C'est qu'il y en a plusieurs en cours. Je retiens pas spécialement. Je n'ai pas une liste dans ma tête. Il y a des gens, ça dépend si je les considère comme des freelance ou pas. Tu sais qu'il y a des gens qui m'aident pour la gestion, qui sont voilà, Si ça des compte, ça freelance compte. en quelque sorte. Ouais. Ça compte. Dans ce cas, ça en fait un. Mais la personne qui m'aide en tant que freelance a quelqu'un d'autre qui bosse pour. Ah bah, il y a toi aussi. Il y a Non, moi. mais je parlais même pas de toi. Non, mais il y en a 50 000. Et puis du coup, il y a Oui, quelqu'un oui. d'autre pour le support encore, pour une nouvelle formation qui arrive chez moi. Donc chaque personne qui fait du support pour des formations spécialisées, toi pour du freelancing, quelqu'un pour le dev à un moment là, autour de WordPress. Donc j'ai vraiment, je me sens comme Saturne, tu vois, avec mon Ouais, je anneau comprends. et tout ce qui gravite autour de moi comme ça. Il y a de plus en plus de freelance. Puis sans compter même ma deuxième entreprise évidemment où il y a du monde aussi. Ouais. Je pensais même pas à la deuxième boîte. Ouais. Donc ouais, ça fait pas mal de freelance. Et voilà comment je vois les choses du coup actuellement. C'est marrant parce que on est passé de, on n'est pas beaucoup, on est un, deux, et puis en fait, à la fin, t'as dit carrément Saturne avec les anneaux autour et tout le monde. Je te ferai même remarquer. 3, j'aurais peut-être pas fait une image de Saturne, mais Je te ferai même remarquer qu'à un moment, tu as eu t'as eu l'expression, pardon, tu as dit, il y en a 50 000. Donc vraiment, c'est marrant parce que on est parti de deux. en puis fait, si je compte vraiment tout le monde qui est payé de près ou de loin avec moi et qui est freelance et qui est impliqué dans mes projets, etc., où il y a de l'argent d'une façon ou d'une autre qui sort de mon entreprise vers cette personne, ça fait beaucoup. dans ce cas, oui, on est assez nombreux. Ouais. On est assez nombreux. Je pense que je pourrais être ces gens sur Internet qui disent ouais, on est 15, on est 30, j'embauche des dizaines de personnes, alors qu'en fait, il y a juste une personne qui bosse 1 heure par semaine, Ouais. qui fait une tâche pas spécifique pour moi, plus une autre personne qui bosse 2 heures par semaine, etc. Parce que c'est ça, hein, la vérité. Eh oui. Sinon, ce serait pas rentable, évidemment. C'est que des freelances qui passent de quelques heures à même, voire parfois moins par semaine pour moi. Et donc, ouais, ça fait... on est plus de 10 en tout cas, ça c'est sûr. Mais n'imaginez pas qu'on ait une équipe de 10 réellement dans WP Origami. C'est pas exactement ça. C'est des freelances. J'ai un employé qui s'avère être ma compagne, du coup. Et puis, j'ai plein de freelances. Ouais. Plus d'une dizaine. Ouais. Et des associés aussi, du coup, sur les projets. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, c'est vrai. Là, Ok. aujourd'hui... donc, je sais pas si ça répond à ta question, du coup, quand même, un peu. Ça répond à ma question par rapport à ta vision. J'avais pas de question, si peut-être. Si, non, bah, Ah juste... si, oui, si. Mais c'est que, si. En fait, ça répond effectivement à ta vision. J'ai une vision à peu près similaire, mais j'ai beaucoup plus ce truc de A-player, B-player, C-player. D'accord, ok. Notamment parce que en ce moment, je bosse avec une agence qui est chargée de... On ne devrait même pas appeler ça une agence parce que ça fait un delta beaucoup trop large entre deux choses qui peuvent être une agence. Et je vous assure que ça n'a rien à voir avec une agence... Bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de solopreneurs qui s'appellent des agences pour se Non, mais je vendre parle même tout pas... aussi, mais Oui. tu vois. Mais, Tu parles de vraies agences aussi, tu veux dire, il y a un delta ouais. important aussi. Il y a un Ouais. delta hyper important entre les gars avec qui je bosse là et les agences de montage vidéo que tu peux voir. Enfin bref. Parenthèse fermée. A-player et Z-player, quoi. Z-player. Voilà. En gros, c'est la différence entre... Exactement. Et en fait, eux, du coup, sont chargés de recruter des gens pour moi, pour mon activité. Et notamment, ils vont recruter un commercial qu'on appelle, dans le magnifique monde du business en ligne, on leur a donné un peu de crédit, on les a appelés des closers, et un setter. Parce que les Américains ont vraiment labellisé... c'est du marketing en fait, effectivement. C'est que du marketing, ouais. C'est certains marketeurs qui ont mis cette expression très en avant, mais ils l'ont mis par opposition à l'expression de sales en anglais, qui est donc commercial chez nous, comme si c'était vraiment deux métiers différents. En même temps, tu es beaucoup plus à l'écoute, tu reposes des questions pour rebondir, etc. Et donc en fait, on a l'impression de réinventer un métier qui était en fait les bases d'être un bon commercial aussi. Oui. Et du coup, on a inventé un deuxième terme qui signifie, on va pas se mentir, la même chose. Mais dans la tête de certaines personnes, c'est différent parce que le bagage peut-être est différent. Enfin, tu vois, la formation qu'ils ont suivie, les concepts qu'ils ont appris et tout pour être un bon commercial peuvent être différents entre closer et commercial. Donc les gens se disent c'est deux trucs différents, mais c'est la même chose, quoi. Ouais, tout à fait. Et la deuxième personne, c'est un setter. Le setter, c'est celui qui prépare le rendez-vous, qui va prendre les informations, chauffer un peu la personne, s'assurer que la personne se présente au rendez-vous avec le closer. Et typiquement, j'ai un rendez-vous prévu avec du coup l'agence qui s'occupe de tout ça, où ils vont m'expliquer de manière extrêmement rationnelle et mathématique à quel moment est-ce que je dois virer quelqu'un, à quel moment est-ce que je dois embaucher quelqu'un, sur des critères de performance, pas sur des critères de durée, c'est-à-dire que c'est pas du tout on vire quelqu'un toutes les 3 semaines, c'est que sur de la performance. Si tout le monde performe,
bah on vire personne, quoi. Il y a pas de, c'est pas comme des A/B tests de ciblage Facebook, tu vois. C'est pas parce qu'il y en a, genre s'ils marchent tous bien et qu'il y en a un qui marche moins bien, on l'enlève pour en tester un autre qui marche mieux. Non, si tout le monde performe, bah tout le monde performe, tant mieux. Mais effectivement, du coup, on est vraiment, eux, ils ont vraiment ce truc à fond de A-player, B-player. C-player n'existe même pas normalement. C'est-à-dire que une fois, j'ai eu une conversation où j'ai dit que moi, je bossais avec un gars que je considérais comme être un C-player. Et le gars s'est marré et m'a dit mais non, non, enfin, on peut pas bosser avec quelqu'un qui est censé être un C-player. C'est pas possible, tu vois. Genre déjà, normalement, enfin, c'est AB, quoi, normalement. C'est soit t'es bon, soit t'es pas bon. Euh, et, euh, et effectivement, eux, ils ont vraiment cette grille de lecture. Donc, je me force un peu aussi à la voir parce que je me dis juste que ça marche comme ça et que les gens que je vais manager marchent comme ça aussi. Ils le savent. C'est de la C'est vrai performance. qu'il y a. Pardon. J'avais lu un bouquin ce début d'année, je crois que c'était ce début d'année, qui s'appelait le No Rules Rules, qui est le bouquin du fondateur de Netflix. Et Ouais. c'est vrai que l'un des concepts clés du bouquin sur lequel il insiste beaucoup, c'est la densité de talent. Mm. Donc, en gros, il explique qu'une personne peut en valoir 10, 50 ou 100. Quand tu embauches les bonnes personnes, il vaut mieux embaucher les meilleures personnes et les payer le plus cher possible parce que Ouais. l'output est significativement plus important. Et donc, la densité de talent d'une entreprise. Et en fait, je pense que je n'ai pas été confronté directement à ça parce qu'on est plus dans de l'opérationnel assez classique. En fait, sur WP Origami, si tu veux, je traite un peu cette boîte quasiment comme du soloprenariat. Et Mhm. j'ai des besoins spécifiques qui sont des besoins qui sont comblés par des trucs assez classiques. Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est de l'opérationnel assez basique. Ah oui, j'ai besoin du montage. Ah oui, il faut que quelqu'un m'aide pour du support client. En fait, tu vois, pour moi, ça voudrait dire quoi? Embaucher un A-player pour du support client, embaucher un A-player aujourd'hui pour des miniatures. Ouais, je Je vois ce que pense tu veux que dire. j'ai déjà un très bon media maker, je trouve, sur la qualité des miniatures. C'est d'ailleurs pour ça que je le garde alors qu'il est très cher, etc., Je etc. pense, Mais en fait, je me pose un peu moins ces questions. Ouais. je pense que le media maker, enfin, c'est ce qu'on peut appeler un A-player. Clairement, dans son marché, je pense que j'ai clairement un des meilleurs, je pense, au niveau de la qualité des miniatures. Et ça se voit dans le prix, ça se reflète dans le prix et c'est normal en fait. Donc voilà. Mais ouais, ouais. Donc en fait, je me pose pas ces questions que je vais sans doute me poser avec Copylost, Ouais, qui est là, ouais. mon SaaS. C'est-à-dire qu'en fait, la première personne qu'on va embaucher, bah là, je pense que d'un seul coup, je vais dire Louis, tu sais, quand on parlait de player et tout, en fait, ça m'intéresse. Tu peux m'en dire plus? Ouais, je Non, vois. mais donc je pense que je traite ma boîte un peu WP Origami un peu comme ce qu'on appelle un peu dans le jargon, c'est un peu vulgaire, mais une cash cow en fait. C'est-à-dire que c'est un truc qui génère du cash ou de la trésorerie pour le reste dans ma vie. Soit c'est au service de ma vie perso, ce qui n'a pas trop été le cas jusqu'à maintenant, c'est pas comme ça que je faisais les choses en tout cas. C'était plus, enfin si, j'ai quand même un peu Un voyagé peu et quand tout, même. mais c'était Oui. surtout ouais, un petit peu quand Le même. gars, oh, Mais c'est un gars. j'ai surtout C'est voulu. le gars qui vient de dire ça, c'est un gars qui a passé genre 2 mois et demi entre le Japon, la Thaïlande, Singapour, au milieu de l'année, quoi. Oui, ça va. Si c'est que ça que tu as retenu de mon parcours, alors du coup, tu es encore loin de la vérité. Mais non, j'ai voyagé un peu plus que ça, du coup. Mais non, non, mais oui, en fait, donc il y avait un peu ce truc-là, mais disons que j'ai mis beaucoup d'argent de côté après pour pouvoir financer, par exemple, Copylost. Ouais. J'ai mis de l'argent de côté. Là, encore une fois, je déforme complètement la réalité. C'est juste au moment où l'argent est arrivé dans mon entreprise, je l'ai dépensé pour Copylost. C'est ça qui s'est passé. Mais toujours est-il que le plus important, c'est Copylost et c'est les projets après, c'est l'avenir, c'est tout ça. Et WP Origami est là pour financer un peu l'instant présent, si tu veux. C'est ce que j'appelle une cash cow. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je n'ai pas inventé le terme. S'il avait fallu que j'invente un terme, j'aurais inventé un terme un peu plus glamour. Parce que là, ça veut littéralement dire vache à lait quand même. Donc, la manière dont je traite mon entreprise, un peu solopreneur, chill et tout, fait que j'ai pas du tout cette grille de lecture A-player et tout que je vais avoir, je pense, dans une startup. Et je considère beaucoup plus Copilot comme une startup que WP Origami. Alors que des fois, je parle avec des gens dans mon entourage et ils me disent comment vont ta startup, en parlant de mon école, tu vois, des formations et Ah, tout. ok, waouh, ok. Donc, Ouais. bah ça, Mais, c'est mais déjà oui, oui, arrivé. oui, non, Donc, mais oui, 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 en fait, je réfléchis et c'est déjà arrivé pour moi aussi, mais parce qu'en fait, les gens d'une autre génération, ils se disent, c'est une entreprise sur Internet, c'est dans la technologie, c'est dans le digital de près ou de ouais, loin, tu ouais. vois. C'est du site web, genre pour eux, le site web, c'est complexe, quoi. Et du coup, effectivement, ça, Mais c'est compliqué le de dire ce startup que vient c'est, très bien. de faire la vraie définition d'une startup. Moi, ma définition d'une startup, c'est même pas vraiment ce que je fais avec Copilot. Enfin, un peu, mais pas complètement. Pour moi, c'est un business de frontières. C'est les business en fait qui cherchent à innover ou à disrupter quelque chose. Il y a une Mhm. façon de faire ou de fonctionner dans un marché,
et tu changes la donne. Normalement, tu fonctionnes différemment, tu casses des idées reçues, tu fais des trucs qui n'étaient pas possibles avant, etc. Sauf que ça, c'est aussi la définition d'avoir un positionnement en marketing. Quand tu te lances et que tu fais n'importe quoi en fait en business depuis l'aube de l'humanité, tu cherches toujours à faire les choses différemment. Donc, est-ce que dans ce cas, la startup, c'est pas finalement son mode de financement qui la distingue? C'est-à-dire Si. le grosse levée de fonds et pas être rentable pendant 5 ou 10 ans avant de gagner de l'argent, tu vois. C'est pas super clair. Moi, je pense que c'est un mélange entre tout ça. Et j'ai jamais eu une définition super claire moi-même de ce que c'était une startup, tu vois. C'est à la fois son mode de financement, c'est à la fois son côté disruptif, c'est à la fois son côté jeune et branché. Mais donc, tu vois, du coup, la question se pose de à partir de quand on appelle une startup une franchise de boulangerie, tu vois. À partir de quand est-ce que tu appelles ça une startup? Est-ce que c'est parce que Pour c'est moi, surtout un pure player, c'est surtout de la vente de baguettes sur Internet essentiellement, il n'y a pas de boulangerie physique? Est-ce que c'est une startup, tu vois? oui, pour moi, dans une En startup, quelque sorte. il y a un lien avec la technologie, de près ou de loin, Ouais. tu vois. Et la baguette, effectivement, tu as vraiment choisi quelque chose qui peut être très éloigné de la technologie. Mais Attention, parce que oui, alors je là, si j'étais sais, non, mais je tatillon, sais. voilà, Oui, je pourrais. évidemment. Parce que moi, tu sais bien, Alexis, j'aime bien faire ça. Alexis Donc, le aller à retour. l'étymologie des choses, vraiment. Quand tu Bien dis sûr. technologie, pour moi, littéralement, même apprendre à faire une baguette, Oui, je il y a de sais. la technologie là, en quelque oui, sorte. oui, oui. L'ensemble Du des moyens, digital, outils, du techniques digital. des êtres humains pour faire Ok. des choses. Toi, tu Lié parles du web. du web, lié à Internet, le digital, L'internet, tu veux dire. numérique, le numérique. Ah non, oui, il y a aussi Le- un peu de numérique, mais oui. La transition digitale, c'est ça? Voilà, exactement. La transition digitale. Transition digitale. Si quelqu'un parmi vous écrit encore transition digitale pour faire son marketing, je vous le dis, vous ne trouverez jamais de clients. Oui, effectivement. Mais c'est faux, parce qu'en fait, il y a encore des gens qui disent transition digitale. Donc vous toucherez les gens qui pensent transition digitale, du coup, ce qui représente un marché encore, j'imagine. Mais voilà. Bon, écoute, en tout cas, c'était ma petite définition de startup. Ouais. Et donc, toi, tu considérais que WP Origami n'est pas une startup, si je comprends bien. WP Origami est effectivement, je pense, à mon sens, C'est pas très une vexant, startup. hein, mais c'est pas grave. Copilot t'en rapproche beaucoup plus. S'en rapproche vraiment beaucoup plus. D'ailleurs, quand je le définis à d'autres gens, je dis que mon ami a lancé une startup. Parce que c'est plus facile. Parce que t'as pas envie de dire un hébergeur et tout, c'est ça. Ouais, c'est trop long, c'est trop compliqué et tout. Genre, les gens comprennent pas. Mais quand je définis ce que tu fais, je dis ça. J'emploie le mot startup. C'est vrai, je m'étais même pas fait la réflexion. Mais pour moi, dans la vraie définition d'une startup, il y a quand même cette notion de lever de fonds ou de faire rentrer beaucoup de cash d'un coup, ou au moins de chercher à lever des fonds. Et quand on dit lever des fonds, je parle pas forcément de lever 3 millions, hein, mais juste lever 100 000, 200 000, qui sont pas des Qu'est-ce que sommes tu fais des énormes. startups bootstrappées, du coup? Bah, tu viens de le dire, c'est une branche, ce sont les startups bootstrappées. Et du coup, c'est une sous-branche, une sous-catégorie Ouais. de startups. Chaque fois qu'on crée des taxonomies pour les choses, des labels, des étiquettes et bien tout, sûr. On c'est est toujours fan. vite challengé si tu réfléchis 2 secondes, en fait. Tu te dis, mais comment on fait comment on appelle ça, ou ce type d'entreprise, etc. On avait un peu des débats comme ça sur les types de business, les business légitimes versus les business pas Ouais. légitimes, qui étaient les business physiques. Oui, et on avait ce débat-là sur... Alors, et ça, j'y ai repensé récemment sur la définition d'un entrepreneur. Ouais, c'est vieux, hein. Ouh là là. C'est vieux, t'avais pas 32 ans. J'avais pas 32 ans, que je n'ai que depuis aujourd'hui. Tout à fait. En fait, on avait cette définition et j'y ai repensé à un moment parce que cette semaine, j'ai rempli une fiche extrêmement longue. Non, c'était la semaine dernière. J'ai rempli une fiche extrêmement longue de 15 pages. Et à chaque fois que tu écris, tu rajoutes une page par réponse. Et il y a 3 questions par page à peu près pour vous donner une idée de la longueur finale. Et c'était sur vraiment les personnes que je veux cibler. À qui je parle. Et à un moment, venait la question de que veut cette personne. Alors, il y avait des sous-questions, etc. Mais je te résume. Il y a vraiment la question de que veut cette personne. Et Victoria m'a tout de suite dit, la personne, elle veut être libre, ok, mais pour être libre, elle veut entreprendre. Et là, je me suis arrêté, j'ai dit, crois-moi, non. Et naturellement, pour moi, je me suis rendu compte que les gens qui voulaient être freelance, qui voulaient être indépendants, ils n'ont aucune envie d'entreprendre s'ils avaient la définition que j'en ai. Dans le sens où entreprendre, et je lui ai naturellement dit ça, entreprendre, c'est douloureux, c'est long, c'est risqué, ça fait peur, tu te casses la gueule, tu perds de l'argent. Genre, entreprendre, c'est pas un truc marrant. C'est pas un truc que tu fais en te disant « Ah, moi, je suis un entrepreneur ». Non, si c'est facile, c'est que t'es pas un entrepreneur. Selon ma définition, évidemment, qui est différente pour tout le monde. Mais dans ma définition d'entreprendre, ça fait mal.
ça fait mal. C'est dur. Et moi, j'ai vécu le dur à mon échelle. Il y en a qui ont des échelles bien supérieures, d'autres bien plus faibles. Mais dans ma définition de entreprendre, c'est tu vois, c'est dur, faut que j'entreprenne ça. T'es à l'aveugle, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas où tu vas, t'as aucune visibilité à plus de 3 mois, t'as pas un rond ou quasiment. Voilà, Copylost, typiquement, à 100%, on est à 100% dedans. 100%. Je valide complètement que Copylost, c'est entreprendre. Pour moi, quand on a lancé notre marque e-commerce pour les chiens, Yolpets, c'était entreprendre à 100%. On avait 12 000 euros de budget, on a mis 8 000 euros dans du stock, on a reçu des dizaines de cartons chez nous, on ne savait pas quoi en foutre, on n'avait aucun modèle d'acquisition, on a pris notre téléphone pour appeler des médias, pour passer dans les médias, on ne savait pas à quoi ça servirait, on s'est dit peut-être que enfin vraiment tu vois, entreprendre quoi. Genre, ok, je me lève le matin, aujourd'hui, c'est parti, je vais construire mon entreprise. Ce qui pour moi est un peu différent de ce qu'on a fait avec, tu me diras si c'est dans ta définition aussi, un peu différent de ce qu'on a fait avec WP Origami et Shopify OS, où j'ai pas eu l'impression de suer sang et eau, tu vois, et j'ai pas l'impression que tu as sué sang et eau non plus. C'est peut-être le cas, tu vas peut-être me le dire. Merci. Mais non mais oh. Non mais alors, je vois ce que tu veux dire. Moi, déjà, le premier truc sur lequel je rebondirais, c'est effectivement la notion de liberté qu'on associe quasi invariablement sur Internet à l'entrepreneuriat. Je vois pas forcément ce que ça vient faire là. Enfin, je veux dire, si on prend le temps d'observer 30 secondes, vous sortez dans le bourg ou dans le centre-ville autour de chez vous et vous regardez partout autour de vous, tout ce que vous voyez, c'est né de la main, des mains, du cerveau, de la sueur d'entrepreneurs. Tous les commerces, etc. Est-ce que vous pensez que ces gens sont particulièrement libres, forcément riches, etc. Non, pas du tout. Donc déjà, toutes ces notions-là, tu vois, c'est pas... je ne sais pas pourquoi on associe forcément la liberté. Et c'est là où on en revient à une histoire de définition, de taxonomie. C'est associer la liberté à entreprendre. C'est une niche, c'est une sous-branche de l'entrepreneuriat. Carrément, ouais. C'est la sous-branche des entrepreneurs du web qui ont surtout envie d'être libres et pas forcément envie d'entreprendre. Ensuite, je pense qu'ils tombent naturellement amoureux d'être plus libre et d'entreprendre et de faire des choses, de tester des choses, etc., qui sont quand même des composantes, des dimensions de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ayant des dizaines de dimensions, de facettes différentes. Il y a cette notion de tester des choses, d'avoir du feedback, du réel, de pouvoir être massivement récompensé ou massivement puni, etc. Mais il y a une espèce de rapport et de confrontation au naturel là-dedans qui peut devenir addictif, je pense, pour les gens. Comme il y a une espèce d'état de retour à l'état de nature, de je fais des trucs, on va voir ce qui se passe, etc. Et c'est assez génial pour ça. Et je pense que les gens en viennent à kiffer ça sur le chemin, mais de base, ils sont venus chercher de la liberté. Et je veux plus être salarié, etc. Donc ils ont fui le salariat, ou ils sont allés vers la liberté. Ils sont pas allés vers l'entrepreneuriat. Ils sont pas allés vers je veux entreprendre, bâtir un empire, etc. Quand vous regardez les motivations de quelqu'un comme Elon Musk, il s'est pas dit je veux devenir libre. Il s'est juste dit je veux changer le monde, etc. Donc tu vois, les motivations aussi changent beaucoup, je trouve, qui est un entrepreneur de qui n'en est pas un. Moi, j'emmènerais ça beaucoup à ça. Et là où je te rejoins moins naturellement, pour moi, tu me connais, hein, c'est de ramener ça à la souffrance. Mais c'est marrant en plus parce que de toute façon, on en parlait l'autre jour et tu me disais justement, bah oui, mais un business physique, c'est beaucoup plus dur. Donc c'est ça le vrai entrepreneuriat. Puis en fait, on était tous les deux d'accord pour dire que évidemment, c'est dans notre tête. Et donc même là, finalement, tu tombes toi aussi à nouveau dans cet écueil, parce que je vois que tu as ce truc méritocratique de dire, si tu es un entrepreneur, ça veut dire que tu en as chié. Si tu n'en as pas chié, si tu n'en as pas sué, si tu n'as pas saigné du sang, c'est que tu n'es peut-être pas complètement un entrepreneur, tu vois. Et tu vas peut-être rejoindre ce que je disais justement avant, finalement. Une espèce de sous-branche de l'entrepreneuriat qui cherche plus la liberté et l'indépendance que de réellement d'entreprendre. Tout à fait. Donc moi, je distinguerais les gens qui sont entrepreneurs dans leur personnalité de l'acte d'entreprendre. Et je pense que les gens qui cherchent de la liberté dans leur vie, de l'indépendance, font l'acte d'entreprendre, mais n'ont pas de base, les conditions initiales de départ, c'était pas j'ai une personnalité à entreprendre ou mes motivations, c'est l'entreprendre. Leur motivation, c'était pas d'entreprendre, c'est d'être libre. Et donc, ils ont fait l'acte d'entreprendre. Donc, il y a un peu l'acte que je distinguerais de la personne ou du véhicule, tu vois. Enfin, la personne, du coup. Voilà ce que je retiendrai de... Mais oui, c'est marrant, tu as fait ce glissement de ouais, il faut que tu souffres pour être un entrepreneur. Ouais, oui, mais tu nous as donné un très bon entre-deux.
entre ma vision de la chose et je pense plus la tienne, qui effectivement, ça peut être une sous-branche. Mais pour moi, ça reste la sous-branche. Genre, dans la définition à la base, tu vois, j'y ai pensé il y a peu de temps. Je regardais un film qui se passait au XVIIIe siècle. Et quelqu'un allait rencontrer un entrepreneur de la ville, tu vois. Et je peux vous assurer que l'entrepreneur de la ville, ça fait pas envie, hein. Il a les mains sales, il est dégueu, enfin, il est occupé, quoi. Il a pas le temps de regarder dans quelle piscine il va aller cet après-midi, parce que non, c'est pas ça. C'est pas l'histoire. Il se casse la tête, il se lève à 6h du mat, et c'est dur. Et moi, j'ai ce rapport aussi aux choses douloureuses, où j'aime bien aller chercher des trucs durs, ou me flageller. Alors le mot fait toujours très très peur, mais juste me imprimer dans mon cerveau et dans moi-même quand un truc a été dur, genre me le répéter, me faire encore plus mal que ça a fait mal, juste pour que ça me marque et que je refasse pas l'erreur. Je suis très comme ça, mais j'en ai parfaitement conscience et c'est choisi et voulu. C'est un processus que j'enclenche moi-même, auquel je mets fin au moment où j'estime que ça a été assez douloureux, et ça me permet de me rappeler de ce que je dois pas faire, ce que je dois faire, etc., etc. Quand il se passe quelque chose, je fais beaucoup ça. Et pour moi, entreprendre a beaucoup été là-dedans. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que pour moi, la période de ma vie où j'ai le plus entrepris, c'est quand j'ai créé cette boîte de e-commerce. C'était vraiment... Enfin là, on était vraiment dedans et c'était vraiment douloureux. Et tout le long après, je me suis dit que je n'entreprenais pas. Et il y a quelques temps, je me suis dit que j'allais redevenir un entrepreneur avec... ce que je vais sûrement faire dans les prochains mois. Figurez-vous que c'est douloureux. Donc, il y a quand même une corrélation de près ou de loin dans ma définition, je le rappelle. Dans ma définition, il y a une corrélation de près ou de loin quand même assez flagrante. Je pense que tu associes douleur et le fait d'étendre ta zone de confort, quoi. C'est-à-dire que tu es en train de faire des trucs dans lesquels tu n'es pas à l'aise et tu associes croissance et entreprendre, en fait, c'est ça. Exactement. Croissance personnelle. Aussi, tout simplement, genre tu fais des trucs que tu ne voyais pas forcément faire ou tu n'avais pas l'habitude. C'est ça, cette association que tu fais, en fait. C'est de la croissance. Est-ce que tu veux nous parler d'ailleurs peut-être de ce que tu prépares pour terminer, pour clore le podcast? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais si tu veux nous dresser un petit brouillon, petit sketch de ce que tu es en train de préparer pour les semaines et mois à venir de ton côté? Ouais, on peut ouvrir une petite fenêtre qu'on ne va pas refermer et qu'on refermera dans un épisode futur. Effectivement, je me suis entouré d'une agence. Encore une fois, le terme n'est pas vraiment adapté, mais c'est vraiment du consulting pur et dur dans l'image qu'on peut s'en faire. C'est-à-dire qu'on a un rendez-vous par semaine. C'est des rendez-vous qui durent entre 1h45 et 2h15. Et où pendant 1h45 à 2h15, on brainstorm à fond. Et là, pour le coup, on n'est même pas sur des A-players, on est sur des S-players. C'est-à-dire que c'est les mecs les plus smart avec qui, que j'ai pu embaucher. C'est-à-dire que alors déjà, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou parce que eux sont payés, donc ils sont 100% dédiés à mon activité. C'est-à-dire qu'ils n'ont que ça en tête. Et du coup... Ah oui, parce que je pensais que tu allais dire ça fait un bien fou d'être entouré enfin de gens intelligents. Là, quand même, voyons, depuis le temps qu'on bosse ensemble. Non, quand même, toi et moi. Ça a élevé tes standards, évidemment. Un niveau d'exigence est particulièrement élevé pour bosser avec des gens maintenant. Évidemment. Mais il y a surtout ce truc dont on a déjà parlé plein de fois, de filtre de normalité. Et même au-delà du filtre de normalité, il faudrait qu'on en invente un deuxième pour vraiment le step encore supérieur, tu vois, mais juste pour les gens avec lesquels ça connecte vraiment, où il y a vraiment un truc, tu vois. Comme ça a pu être le cas entre toi et moi, comme c'est le cas beaucoup plus rarement que juste des gens normaux. Et avec eux, du coup, on est clairement sur des S-players. C'est tellement des S-players qu'ils bossent vraiment avec des très gros noms. Et ils ne s'en cachent pas du tout. Donc, notamment Nassim Saïli, il s'occupe de toute sa stratégie de vente de son plus gros programme de formation qui est devenir coach. Et ils sont très bons. Ils sont vraiment très très bons. Et du coup, ils sont venus dans mon activité pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour scaler. Scaler, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, vous irez sur Google, parce que si vous écoutez ce podcast et que vous ne savez pas ce que veut dire scaler, ça ne va pas du tout. Donc, vous ouvrez au téléphone. La balle perdue. Donc, ils sont venus dans mon activité pour voir un peu comment ça se passait et scaler. Et donc, au début, on était parti sur quelque chose en rapport avec mon activité actuelle, c'est-à-dire Shopify. Et puis, au fur et à mesure, des discussions, des échanges, des exercices qui nous donnent à faire toutes les semaines pour la semaine d'après, notamment le feuillet d'une quinzaine de pages dont je vous parlais tout à l'heure,
eh bien, on s'est rendu compte qu'on était un peu mal à l'aise de scaler un truc par rapport à Shopify et de se mettre à faire des grosses promesses, à promettre des choses, etc. Qu'on voulait vraiment garder ce positionnement purement éducatif avec Shopify et pas du tout aller dans des grosses promesses, voilà, du truc un peu plus pushy, mais c'est pas vraiment pushy. Voilà, c'est ça. On voulait un truc où il y a une expérience béton et surtout un truc qui nous faisait vibrer pour de vrai. Parce que Shopify, on va pas se mentir, comme je l'ai dit, moi j'ai attendu la thématique pour me lancer sur YouTube. Donc YouTube, c'est de cœur. La thématique Shopify, c'est l'opportunité. C'est le product market fit. C'est mon métier. Je vois ça comme mon taf. Vraiment, je suis prof sur Shopify, c'est mon taf, quoi. Comme un prof de maths. J'ose espérer qu'il ne bouffe pas maths matin, midi et soir. Mais remarque peut-être que si. Mais en tout cas, moi, il y en a. Et moi, avec Shopify, c'est pas du tout mon cas. Ça, tiens, c'est typiquement un truc qui peut nous différencier. Toi, je sais que tu as une vraie proximité avec WordPress. Tu aimes l'outil au sens littéral. Moi, avec Shopify, j'aime beaucoup l'outil, mais on est quand même plus loin de ça. Je sens ta relation avec WordPress beaucoup plus... il y a beaucoup plus de proximité que dans ma relation avec Shopify. Tu l'as peut-être senti. Arrête, on dirait que tu es en train de décrire une situation de jalousie. Là, ça devient juste gênant. Donc, si tu veux... vas-y, passe à la suite. Je pourrais continuer là-dedans. Non, mais vraiment, mais je voilà. me sens très particulièrement proche, toi et WordPress. Vraiment, c'est pas du tout la relation qu'on a avec Shopify, quoi. Vraiment, non, pas du tout. Vous êtes vraiment très proches, en fait. C'est presque physique, votre rapprochement WordPress. On sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a, il y a une relation qui s'installe. Cette relation ne s'est pas nécessairement installée entre Shopify et moi parce que je n'ai pas cherché. Tout simplement. C'est vrai qu'on dirait vraiment que je parle de quelqu'un du coup. Mais, c'est terrifiant. Ben, je vais conserver cette allégorie. Mais voilà, Shopify, c'est pas un coup de cœur, c'est du travail. Et du coup, on cherchait un projet coup de cœur quand même. On cherchait un truc... Enfin, on avait envie de se faire vibrer avec un vrai projet et on s'est posé la question de ce qui nous animait au quotidien. Et qu'est-ce qui nous anime au quotidien ? Eh bien, c'est de manière générale de... plus parler business. Donc quand on dit plus parler business, c'est plus l'aspect déjà un peu mathématique du business, donc c'est-à-dire les chiffres, pas dans le sens financier, mais dans le sens le nombre de leads, le nombre d'inscrits, le nombre d'abonnés, le nombre de le taux de conversion, etc. Toute cette partie-là qu'on aborde un petit peu avec Shopify quand même parce qu'elle est évidemment indispensable, mais c'est du e-commerce, donc c'est un peu différent. Et évidemment toute la partie création de contenu qui est, je pense, moi la partie quand j'avance là avec le temps, qui est la partie qui me fait le plus kiffer. Et quand tu fais du tutoriel, la partie création de contenu, on peut pas dire que c'est le plein épanouissement. C'est-à-dire que si le truc dont tu rêves chaque jour, c'est de la création de contenu, ne fais pas des tutoriels. En tout cas, de mon expérience. Attention aux attaques personnelles. Non, absolument pas. Choisis bien tes mots. non, mais pas du tout. Mais on s'entend et on est d'accord là-dessus, toi et moi, que je plaisante évidemment. Pour ceux qui n'ont pas compris, je rigole en permanence. En termes d'épanouissement créatif, les tutoriels WordPress et Shopify, c'est pas le prime, tu vois. C'est pas le genre quand je commence ma vidéo Shopify, je suis pas en mode putain, c'est vraiment incroyable quoi. Je suis trop content de faire cette vidéo. C'est voilà, je vais faire un tutoriel sur un outil technique. Et je suis venu mettre un peu d'émotionnel et donc on a trouvé, ça n'a pas été facile. Je retiens notamment le moment où on a commencé à pivoter et que un des deux gars avec qui je bosse, donc William et Baptiste, et que Baptiste, après un long silence, a dit « Moi, je pense que tout ce projet, c'est une grosse connerie. » Et je vous avoue qu'à partir de ce moment-là, mon seul objectif a été de créer un truc assez solide pour que Baptiste change d'avis. Et figurez-vous qu'au call d'hier, Baptiste a dit que c'était vraiment incroyable. Il a même prononcé le mot « hyper badass ». Et c'est au prix de longues heures de travail, d'itération et d'idées, de plein de choses pour que ça ressemble à quelque chose de solide. Donc, pour l'instant, je vous ai encore rien dit. J'aime beaucoup. Je tiens en haleine. Et je ne vais absolument rien vous dire. Donc, merci d'avoir suivi ce podcast. Merci Alexis. C'était un plaisir retrouvé, je dirais. Et on se voit la semaine prochaine. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine. On reprend un bon rythme, donc toutes les semaines.
Donc retrouvez-nous comme d'hab, hein, du coup sur YouTube pour la plupart d'entre vous, mais vous êtes aussi un certain nombre à nous écouter sur Spotify et sur n'importe quelle plateforme de podcast. Si vous préférez juste nous écouter, n'hésitez pas. Donc vous allez sur Apple Podcast, vous allez sur Spotify, vous allez où vous voulez. Et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, si vous passez un bon moment avec nous, vous savez que pour nous aider, vous pouvez laisser une évaluation. Ça permet d'améliorer le référencement de notre podcast et de faire que plus de monde nous écoute. Donc ça nous aide beaucoup, vous en doutez. Merci beaucoup à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Et puis pour tout le monde, même pour ceux qui ne nous ont pas laissé d'évaluation, c'est pas grave, peut-être que vous le ferez la semaine prochaine. Pour tout le monde, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Merci Louis. Merci à toi Alexis, c'était un plaisir. À bientôt. Ciao. Ciao.